Ce sont les gladiateurs des temps modernes. On les appelle des pilotaris, les joueurs de pelote basque. Et ils pratiquent la cesta punta, la main nue, la paleta ou la pala. Voici 5 des plus grands champions français. Ils portent fièrement dans leurs veines les racines et les traditions d'une discipline spectaculaire, d'un sport aux multiples facettes, à la fois élégant et puissant. Bienvenue au Pays Basque. Entre l'océan Atlantique et les Pyrénées, c'est sur cette terre de contraste qu'est né un sport bien connu de tous, la pelote basque. Bien au-delà du folklore, nous allons vous emmener à la découverte de disciplines étonnantes et exigeantes. On dit que le basque est né une pelote à la main. La pelote, cette balle de cuir qui résonne sur les frontons de tous les villages. C'est sur un fronton comme celui-là que Baptiste Ducassou a commencé la pelote basque il y a plus de 25 ans. Il pratique la discipline des puristes, la discipline ancestrale de la pelote basque. Allez, en place, là. La pelote main nue, considérée comme la plus noble. Je suis né dans une famille de pilotaris, mon père était pilotari, mes 2 grands frères aussi jouaient à la pelote, donc c'est assez naturellement, je pense que j'ai suivi un petit peu les pas de mes aînés. Et puis après, j'ai accroché. La particularité à Issasou, c'est que c'est le seul sport de club qui existe au village. Tous les jeunes Itchachouars passent par le club de pelote pour avoir en fait une activité sportive avec les copains. La discipline s'appelle toujours la pelote à main nue. Pourtant, depuis les années 80, ils se protègent les mains dans un rituel long et méthodique. L'exigence numéro 1 de ce sport, c'est les mains. C'est quand même un sport qui est traumatisant. Alors, quand il est enseigné depuis le plus jeune âge, ça nous permet de... On dit, dans le jargon, on dit se faire les mains, c'est-à-dire habituer en fait nos mains au choc et à la douleur. On sent quand on touche une main de pilotari, de maniste, elle est plus épaisse parce qu'elle est enflée. C'est une réponse simple du corps face à un petit peu à la violence du choc. Donc on a tout un petit rituel. Alors chacun avec ses habitudes, bien évidemment, avec sa façon de protéger. Mais en gros, on utilise 3 éléments, 4 éléments. L'élément numéro 1, c'est la colle verte, qui est en fait une colle double face qui nous permet tout simplement de coller le pansement, puisqu'on le réutilise plusieurs fois. Et ensuite, quand on le crée, on utilise du sparadrap classique, ce que nous on appelle du tacos. C'est en fait une sorte de gomme qui permet de faire de l'épaisseur et de mousse un peu rigide et qui nous permet en fait de créer un petit peu l'architecture du pansement avec des zones sur lesquelles on veut frapper ou pas frapper. Là, admettons, j'ai une petite sensibilité sur cet endroit-là et l'objectif c'est en fait de créer un pont autour de cet endroit-là pour que la zone de frappe se situe plutôt dans les zones où j'ai pas de sensibilité, quoi. La sensation majeure qu'on a, c'est ce qu'on appelle la rentrée de main, c'est la pénétration de la pelote dans la main, où là vraiment on ressent tout. Nous, quand la pelote rentre dans la main, on sait quasiment instinctivement si elle va repartir bien ou pas bien. Il y a vraiment une proximité, un maniement qui est quand même assez, je ne vais pas dire jouissif, mais il y a un côté un peu, on prend un réel plaisir, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les manistes ont du mal sont un peu chauvins, ils ont du mal à voir par d'autres disciplines parce que voilà, ils trouvent que c'est quand même l'essence d'avoir ça, et nous quand on pratique les autres disciplines, on retrouve jamais ça, jamais.
C'est ce côté, cette sensation de pénétration de la pelote dans la main. Voilà, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais c'est une vraie sensation comme un joueur quand il tape dans un ballon de foot. Ah, Chabri, joue droit si tu peux, Cédric. Pampi Laduche est l'entraîneur de Baptiste Ducassou. Avec son franc-parler, cet immense champion de main nue à la fin des années 80 est une légende de la pelote. Et quand Pampi conseille, on écoute. Il fait le truc, c'est parce qu'il te punit. Ouais, c'est tout. T'as qu'à buter ou c'est ce qu'on a dit? Ça, c'est manque de concentration. Tu as oublié ou quoi? Et alors, Baptiste Ducassou qui s'envole vraiment dans le monde de la pelote comme un ouragan. Il a commencé avec moi, il avait 17-18 ans. Il en a 27 aujourd'hui. C'est, je crois, un des joueurs avec d'autres qui domine vraiment la pelote. Il a des qualités athlétiques, physiques extraordinaires. C'est un ambidextre, parce que c'est vrai qu'à la pelote, il faut jouer aussi bien de la main droite que de la main gauche. Il a toutes les qualités requises d'un grand champion qu'il est. Et derrière lui, je crois que justement, derrière lui et d'autres, il va se passer que les jeunes aujourd'hui voient ce niveau qui est vraiment un haut niveau. La pelote a eu un creux de vague, mais aujourd'hui, renaît de ses cendres et a un élan. Coaché par Pampi Laduche, Baptiste Ducassou est devenu champion du monde en 2018. Comme Baptiste Ducassou, Peyo Laralde est professionnel. Il fait partie de cette jeune génération de pilotari. Cette jeune génération qui porte haut et fort les traditions françaises de la pelote au plus haut niveau mondial. Avec Vicento Bilbao, il est lui aussi champion du monde de main nue en 2 contre 2. Le 2 contre 2, une discipline dans le plus pur esprit basque, de partage, d'échange et d'esprit d'équipe. Moi, de mon côté, je préfère peut-être le côté par équipe, le côté partage avec son coéquipier. Quand on gagne, on est 2. Quand on perd, on est aussi 2. Mais le fait de partager les victoires et les défaites aussi. Mais après, la différence, elle se fait surtout sur l'aspect tactique et physique. En individuel, le joueur doit tout faire. Il doit engager, il doit défendre, il doit attaquer, il doit terminer le point. Par équipe, c'est vrai que chacun a son rôle. C'est l'avant qui engage. En général, c'est l'arrière qui travaille le point, qui amène la belle pelote à l'avant pour que l'avant puisse terminer les coups. Voilà, c'est un peu plus, on va dire, chacun a son rôle et chacun doit respecter son rôle pour que l'équipe marche bien. Ça va être. Chez les Houssettes, la pelote est aussi une affaire de famille. Marichou est 5 fois championne du monde. Elle est la seule fille d'une lignée de pilotari. Tous ses frères sont joueurs à main nue. Mon grand-père qui jouait à la pelote, donc c'était les meilleurs joueurs de main nue, voilà, qui étaient dans la catégorie hors classe. Donc il en faisait partie. C'était un très bon joueur de fronton gaucher. Et ça, c'est les articles de presse que mon père a recueillis pour faire un tableau souvenir. Et ensuite, après mon grand-père, il y a eu aussi mon père qui a été très bon joueur de main nue. Il a été champion du monde en 78 et en 82. Donc en 78 à Bayonne et en 82, le mondial était à Mexico. Alors moi, j'aime beaucoup celle-là. C'est vraiment l'allure. Chaque joueur a son allure, comme au tennis, en pelote, c'est pareil. Et là, c'est vraiment, je trouve que mon frère aîné, d'ailleurs, a la même allure, un peu la même allure. Moins bon, hein, mais la même allure. Et alors, la dernière génération, donc oui, effectivement, il y a aussi mon petit, gaucher comme son père, mais comme son arrière-grand-père, du coup, aussi. Nous, on est quand même une famille de manistins. Moi, je suis la seule fille qui soit sortie de là. Et pourtant, Marichou Housset-Chapelet ne joue pas à main nue, mais pratique aujourd'hui la paleta gomme creuse, une discipline originaire d'Argentine. J'ai commencé à la main nue à 6 ans, en allant aux entraînements des jeunes. Et puis en fait, la main nue pour les filles, voilà, ça n'existe pas. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de suite. Donc du coup, je me suis tournée vers la pala. Donc
Même à l'époque, quand j'ai commencé, c'était la gomme pleine, ce qu'on appelle la palancha espagnole, pour le coup. Donc j'ai commencé à pala. Et puis ensuite, l'évolution assez classique, c'est que quand on se débrouille ou qu'on aime bien la pala, on commence ensuite à la creuse, parce que c'est la discipline qui est internationale. L'instrument qu'on utilise nous à gomme creuse, c'est un paletton. On en fabrique en France, pas beaucoup. On en fabrique surtout en Argentine et au Mexique. Le mieux, c'est quand on centre la pelote, c'est ici. Donc là, le bruit n'est pas pareil si on tape ici ou si on tape là. Donc là, le niveau d'un joueur, il est de suite déchiffrable. Si on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas jouer, c'est suivant le bruit dans lequel, la façon dont il tape, s'il centre ou pas la pelote. Voilà. Sans cesse sur le qui-vive, Marichou aime se lancer de nouveaux défis. En 2017, elle a ajouté une ligne à son palmarès, championne du monde de frontball. C'est une nouvelle discipline de la pelote basque qui remporte un succès colossal partout dans le monde. Une sorte de pelote à main nue, plus accessible, plus universelle, et finalement un joli pied de nez pour Marichou, fille et petite fille de grands manistes. Un sourire de canaille, un mental de gagneur, avec son numéro 7 sur le casque ou tatoué sur le bras, Sylvain Breffel est un champion sans complexe. Un gagneur acharné sur les canchas, un partenaire jovial en dehors, et a été en 2015 le premier professionnel français de pala corta. Comme Marichou, sa discipline se joue avec une sorte de raquette en bois. On l'appelle la pala. Et dans cette discipline, la raquette pèse près d'1 kilo. La pala est corta, courte en basque. Les efforts sont plus durs, les déplacements plus physiques. Les sensations qu'on a quand on joue la pelote, elles sont assez incroyables. On est dans un fronton qui est fermé, donc il y a une certaine résonance. Et on a le public qui est très proche de nous. Donc on a un lien direct avec eux. Je fais souvent le rapport avec une arène. On est 2 équipes, on est 4 joueurs. C'est une confrontation. Et le public, je pense, qui vient nous voir jouer, aime ça. Aime voir cet impact et ce sport de combat. On le compare souvent aussi un petit peu à la boxe. Ici, le jeu est rapide. Les courses sont effrénées. La pelote en cuir tourbillonne et résonne en s'écrasant sur la pala d'un bruit sec, caractéristique. La pelote est un sport assez sonique, dans le sens où le bruit de la pelote claque énormément. Elle est constituée de cuir entouré autour d'un noyau en bois. Donc c'est pour ça aussi qu'elle rebondit de manière assez importante. Mais le son est assez puissant et c'est très caractéristique de la pelote. Ça claque. Sylvain est presque anonyme dans les rues de Toulouse. Il est pourtant l'un des plus grands champions de pelote basque depuis plus de 10 ans. Avec son collègue Dan Nécole, il est champion du monde de pala corta en 2018 à Barcelone. Jouer pour la France, c'est une finalité et c'est un rêve. Mais gagner pour la France, c'est incroyable. Ça procure des émotions que tu gardes toute une vie. Et les étoiles ont été tatouées, donc elles sont là, exactement les étoiles. Au pôle France de pelote basque à Toulouse, les joueurs de pala sont amateurs. Sylvain Breffel est le seul professionnel. En pala, on ne peut pas être professionnel en France. Il faut s'exporter en Espagne. Comme au football, les joueurs sont engagés par des franchises privées et sont payés au match gagné chaque samedi. Sylvain Breffel fait partie de la plus prestigieuse écurie, à Bilbao. C'est le Real Madrid des clubs de pelote. Donc effectivement, j'ai 1000 km qui m'attendent tous les samedis pour participer à mes matchs professionnels là-bas. Bon, c'est un fronton qui est magnifique, 5000 places assises. C'est une installation qui est juste incroyable. Et il faut savoir que là-bas, la pelote, c'est la capitale de la pelote. La pelote est ce que le foot ou le rugby est à Toulouse, quoi. À Biarritz, il y a bien sûr le rugby. Mais le sport roi, c'est bien la pelote. Et le club phare de pelote, c'est le BAC, le Biarritz Athletic Club. Un imposant bâtiment, devenu au fil du temps mémoire de la pelote basque. Lilou Echeverria est lui aussi un enfant du club. Il a été champion du monde dans les années 80
et a œuvré à développer la pratique, la rendre encore plus accessible au sein du club, avec notamment une école de pelote basque. L'histoire a commencé avec une bande de copains qui jouaient tous au rugby. Ils jouent au rugby à 13. Et puis ils décident en 1951 de créer un club de sport, et notamment avec la principale discipline, le rugby à 13. Et puis, il y a eu des petites tensions avec la mairie de Biarritz, c'était pas bienvenu, enfin bon. Et ce groupe de copains décide donc de bifurquer, si je puis m'exprimer ainsi, sur le multisport, et notamment la pelote basque. Et ça, en 1953. Donc en 1953, commence ici, au Biarritz Athletic Club, l'école de pelote. Puis, de fil en aiguille, d'année en année, ils ont formé des champions. Et donc, moi, je suis vraiment un fils de ce club. J'ai commencé tout jeune à jouer à la pelote basque ici. Et puis, j'en suis devenu le président, voilà. La Fédération française de pelote basque recense près de 23 disciplines. Un mix de disciplines traditionnelles qui font l'âme de la pelote et de disciplines internationales jouées dans les grandes compétitions. La pelote basque compte près de 16 000 licenciés, répartis dans 330 clubs un peu partout en France. Dans le sud-ouest, bien sûr, mais on joue également à la pelote basque en région parisienne ou dans les Hauts-de-France. La France est la meilleure nation du monde, une première depuis 24 ans. À la dernière édition en 2018, elle a remporté 5 titres de championne du monde et 7 titres de vice-championne du monde. Elle organisera la prochaine édition en 2022. Au BAC, peut-être un peu plus qu'ailleurs, on cultive cette tradition des grands champions. Ceux qui font rêver les gamins des clubs, comme Eric Irastorza. C'est un physique qui en impose. 1m94 et 106 kg. Un physique de star américaine, une carrure de rugbyman et une carrière longue comme le bras. Il fait partie de ces pilotaris français à avoir fait une carrière professionnelle aux États-Unis. Eric Irastorza pratique la reine des disciplines de la pelote, la cesta punta. C'est la discipline la plus connue du grand public, car elle est la plus impressionnante et surtout la plus spectaculaire. Mais à la fois un mélange de fluidité, de force, d'élégance et d'anticipation. Mais pour moi, ce qui a toujours été très important, et je l'ai vécu beaucoup aux États-Unis, parce que je voyais des joueurs qui étaient peut-être pas physiquement très près, mais ils avaient ça, quoi. Ils avaient l'œil. Ils voyaient le mec taper et ils savaient où la pelote allait aller, à chaque fois. Dans un sport où la pelote va entre 250 et 300 km/h, je crois que c'est indispensable. La cesta punta se joue par équipe de 2. Il y a un avant et un arrière, un peu comme au double au tennis. Eric a été pendant 20 ans un des meilleurs arrières du monde. Mon poste à moi, il est de dominer l'arrière adverse pour pouvoir procurer la meilleure pelote pour mon avant. C'est un peu la base, voilà. Ensuite, quand on rentre avec les meilleurs joueurs, on voit que maintenant les meilleurs arrières du monde, ils font eux-mêmes les points de temps en temps aussi. Donc voilà, l'objectif un peu de l'arrière, c'est d'acculer de l'arrière adverse, de le mettre au fond, de le mettre dans une mauvaise posture pour pouvoir procurer une belle pelote devant pour que mon avant il attaque. Dans de véritables chorégraphies, il virevolte et danse sur la cancha. Des pas chaloupés, entre grâce et puissance. Là où les gens vibrent beaucoup, c'est quand on fait un peu des réceptions un peu venues de l'au-delà. C'est-à-dire qu'il y a une pelote qui arrive à ça du sol, où là, nous, on est obligé de nous coucher et de la relever, de la remettre au mur. L'autre, il attaque, ça revient contre le mur et on la ramène encore. Enfin, voilà. Et ensuite, bon, il y a des coups qui sont fantastiques aussi, mais je crois que c'est plus au niveau des réceptions où on voit que la pelote va à une allure incroyable et que d'un côté, nous, des fois, ça nous paraît super facile et qu'on l'attrape et on la renvoie.
voilà, faire un deux-murs du fond qui touche le mur de gauche, le mur de face qui rebondit et qui va au filet. Les gens, ils sont... comment il a tiré ça, quoi, du fond de 54 mètres, quoi. Avec la précision, avec la vitesse, avec une espèce de panier qu'il a au bout de la main. Donc voilà, c'est vibrant. Et t'en as fait un? Pas mal. En Cesta Punta, le terrain s'appelle le Rayalay. On y joue des manches nommées les quinielas. Le jeu consiste à renvoyer sur le mur la pelote servie par l'adversaire en la prenant soit à la volée, soit après rebond. Tout l'art et l'essence même de ce sport, ce qui le rend unique est de jouer avec un grand gant en osier appelé le chistera. C'est l'élément clé de la Cesta Punta, un instrument unique et traditionnel qui nécessite un savoir-faire ancestral de cesteros, de vannier. Magnifique, un plaisir. Le chistera est composé essentiellement de châtaignier pour tout ce qui est armature et d'osier pour le tressage. Et ensuite, pour la finition, il y aura un gant en cuir pour pouvoir positionner la main et pouvoir jouer avec le chistera. Au niveau de la fabrication, on va commencer par fabriquer ce qu'on appelle le cerceau. Bon, le cerceau, c'est un petit peu la colonne vertébrale du chistera et c'est sur ce cerceau que tout va se monter. Une fois qu'il est préparé, celui-là il est fini, on va positionner des fers qui vont donner la forme. Et sur ces fers, on va venir placer les côtes. Alors des côtes, il y en a 6 paires et une centrale. On va les placer les unes après les autres. Et ça va donner le squelette. Alors ça, c'est un vieux chistera qui est un petit peu désossé. Donc vous voyez toutes les côtes et la côte centrale. Et une fois que les côtes seront mises en place, on va attaquer ce qu'on appelle le tressage. Et on va commencer par la pointe du chistera. Donc au fur et à mesure qu'on va avancer, on va retirer les fers. Et le chistera va tenir en place grâce à l'osier que l'on va positionner. Et une fois que le chistera sera fini, qu'il soit tressé complètement, on va rajouter le gant en cuir. Et le chistera sera fini. Eric Irastorza a presque tout gagné. En plus de 20 ans de carrière, il est devenu une référence de la Cesta Punta. Au Pays Basque, bien sûr, mais c'est plus étonnant aussi aux États-Unis. Plus particulièrement à Miami, pendant près d'un demi-siècle, des champions basques partaient vivre le rêve américain. La Floride a eu son essor lorsque, par rapport à la politique de Fidel Castro dans les années 58-60, l'argent était banni à Cuba. Donc les Rayalay se sont fermés à Cuba. Et nous avons eu un essor énorme en Floride. Tout le monde, ces joueurs-là, ces Cubains, etc., sont partis en Floride. Et en Floride, nous avons eu jusqu'à 14, voire 15 Rayalay. Et avec un quadro de 40 joueurs par Rayalay. Vous voyez, donc ça faisait facilement 600, 700 joueurs qui étaient déjà en Floride. Il y avait ce rêve de, quand vous étiez un peu doué, de pouvoir partir et puis de gagner votre vie avec un sport dans lequel que vous adoriez et que vous étiez passionné. En 1998, le petit Frenchie débarque de son Pays Basque natal à Miami. À cette époque, les États-Unis sont le seul pays au monde à autoriser les paris sur les matchs de Cesta Punta. Les meilleurs puntistes du monde entier y faisaient carrière, progressaient et revenaient au pays glaner des titres nationaux ou mondiaux. Là, je suis l'arrière bleu. Là, celui-là. Je vivais mon rêve, quoi. Je jouais à la pelote, je gagnais ma vie en jouant à la pelote. Et malgré les pressions qu'il pouvait y avoir, cette compète de tous les jours, voilà, moi, ça me faisait vivre, quoi. Ça me donnait, ça me donnait du gaz. Encore plus, je finissais un jeudi, le vendredi, il fallait que j'y reparte, quoi. Si sa carrière américaine est derrière lui, Eric Irastorza continue de côtoyer les sommets de la Cesta Punta au Mexique. Bon. Des États-Unis, il garde des titres, numéro 1 des arrières à Miami, mais surtout des trophées. Enfin, presque. Ah, alors ça, c'est ma bubble head, comme ils disent aux États-Unis. Ils ont fait ça pour les différents sports, que ce soit le basket, le football américain, le baseball. Voilà, à l'époque, Miami Rayalay, le patron avait décidé de choisir 8 joueurs sur les 45 qu'on était. Et si Eric n'est pas là, on lui fait bouger la tête, quoi. Donc voilà, j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça. Un joueur de pelote basque avec la tenue de l'équipe de France olympique, ce n'est pas si courant. La pelote basque n'a été sport de démonstration que 4 fois dans l'histoire des JO. En 1992 à Barcelone, Patrick Lissard remportait la médaille d'argent. Un souvenir indélébile pour lui. Et toujours 27 ans après, je me dis,
C'est énorme ce que nous avons vécu et j'ai des copains qui n'ont pas eu la chance d'y être et souvent on en discute et ils ont pas mal de regrets. Donc voilà mon petit album de Barcelone avec le départ donc, pour la cérémonie officielle. Cette photo, très sympa, je vois ces 3 Américains que je trouve magnifiques. Le monsieur qui voit de l'eau, pour moi il était inconnu. Il a fait les Jeux Olympiques de 92, il a gagné la médaille d'or je crois aux 200 mètres et aux 400 mètres, Michael Johnson. Pour un amoureux de ce sport, pour un supporter, pour un joueur de pelote, je pense que faire les JO, pour moi c'est ce qui peut arriver de mieux, quoi. Au-delà d'un simple passe-temps régional, la pelote basque est partie à la conquête du monde et a su faire rayonner ses champions français. Aujourd'hui, les jeunes générations prennent le relais pour propulser ce sport dans le 21e siècle. Un sport encore et toujours plus spectaculaire.